Passé lors du quinquennat précédent parce que ça a été un gouvernement qui a mis en place la loi de refondation et ça a été pour nous porteur de nombreux espoirs. Parce qu'il y a eu la mise en place du plus de maîtres, une revendication que nous, SNUPP, pour nous, qui est historique, puisque nous pensons qu'il est essentiel d'être à plusieurs par classe, afin d'avoir un regard différent sur les élèves et afin de faire évoluer nos pratiques. Donc ce plus de maîtres, il a été très apprécié à la fois de la part des équipes, mais aussi de la part des élèves, puisque nous avons réalisé une enquête auprès de la profession, on a quand même 85% de la profession qui se dit satisfait de ce dispositif. Ce dispositif, il a remis en cause l'équation un maître, une classe. Et c'est bien vers ça qu'il faut aller. C'est bien avoir des regards différents pour permettre de ne louper aucun élève et de faire en sorte qu'ils puissent tous accéder à la réussite. Lors de ce quinquennat précédent, on a eu aussi la scolarisation des élèves de moins de 3 ans qui a été à nouveau mise en avant en zone d'éducation prioritaire. Là aussi, ça nous semble un moyen essentiel, la scolarisation précoce, pour prévenir les difficultés. Parce qu'il s'agit bien de prévention qu'il faut que l'on puisse exercer. Alors cette scolarisation, elle est importante, mais elle nécessite des dispositifs qui sont adaptés aux jeunes enfants, puisque vous le savez bien, on ne peut pas scolariser de la même manière un enfant de 6 ans et un tout petit. C'est aussi très important parce que dans les quartiers où nous enseignons en éducation prioritaire, le lien avec les familles. Et le lien avec les familles, pour la réussite des élèves, le regard qu'a la famille sur leur enfant est très important. Et construire ce lien de confiance entre l'école et les familles nous semble essentiel, et scolariser ces enfants très tôt et avoir des relations privilégiées avec les familles nous le permet. Il y a eu aussi la mise en place des temps d'allègement de service, c'est ce qu'on appelle des temps qui ont été donnés aux enseignants en éducation prioritaire plus, leur permettant d'avoir des temps de concertation, des temps de formation et des temps pour rencontrer à la fois les partenaires et les familles. Tout ça, toujours avec le même objectif de pouvoir faire mieux réussir nos élèves. Donc c'est vraiment ces 3 grands principes que nous souhaiterions qu'ils puissent continuer. Parce que si la mise en place des CP, comme le dit la collègue, apporte beaucoup de choses, elle nous inquiète aussi fortement parce qu'elle se fait, hélas, je dis bien hélas, au détriment de ces mêmes dispositifs que je viens de vous annoncer. C'est-à-dire qu'on avait mis en place des plus de maîtres qui permettaient de pouvoir travailler autrement, pour faire réussir les élèves. Et comme le disait la collègue, son poste de plus de maître s'est vu supprimé pour pouvoir faire un CP. Et là, nous disons non. Nous disons il ne faut pas mettre ces dispositifs en concurrence, mais ils doivent être complémentaires. Et c'est bien les deux qu'il faut avoir. Il faut avoir à la fois une réduction des effectifs, parce qu'on le sait, on est en France le pays qui a des effectifs plus hauts que la moyenne des pays de l'OCDE, mais il nous faut aussi pouvoir changer nos pratiques. Et la collègue l'a bien dit, la formation des enseignantes est essentielle. Stéphane Bonnery, qui est chercheur en sciences de l'éducation, nous dit que 54% des élèves sont issus de familles qui sont défavorisées. Donc ils ne décodent pas les attendus de l'école. Il faut que nous, enseignants, nous soyons formés à lever les implicites de l'école, à faire en sorte que les enfants sachent ce que l'on attend de l'école pour qu'ils puissent réussir. Parce que si globalement, dans nos zones, on arrive à ce que nos élèves soient plutôt des bons élèves jusqu'en primaire, lorsqu'ils arrivent au collège et au lycée, n'ayant pas les codes de ce qu'on leur demande à l'école, eh bien, ils arrivent à être en échec scolaire. Et là, il faut vraiment, on a quelque chose vraiment là-dessus qu'il faut que l'on creuse, tous ensemble. Alors pour nous, le SNUPP, évidemment, nous aussi, l'étude de Picuti et de Valdener nous intéresse fortement. C'est vrai que nous n'avons pas des mandats pour réduire autant les effectifs. Nous, ce que nous disons qu'il faut réduire fortement les effectifs, mais sur l'ensemble des classes. Le choix du CP et pas forcément le choix pour nous le plus évident. On se dit que déjà dès la maternelle, il faudrait baisser les effectifs. Je vous rappelle qu'on a quand même plus de nombreuses classes maternelles qui sont à 30 élèves par classe. Je veux dire, pour faire du langage où on sait que c'est essentiel, il faudrait vraiment que l'on baisse les effectifs. De plus, ces CP à 12, avec tous les avantages que ça a, si on réduit uniquement en CP, on va perdre les effets sur le long terme. Donc il est nécessaire que l'on divise les effectifs sur au moins 4 années
pour avoir un effet long sur la scolarité de l'enfant. Donc vous voyez bien que là on est très inquiet parce que déjà Monsieur le ministre annonce que peut-être il ne va pas pouvoir dédoubler les CE1 l'année prochaine en REP+. Et là nous sommes fortement inquiets parce que du coup on perdrait les acquis du dédoublement de CP, on perd les acquis de notre plus de maîtres que nous avions, puisqu'ils ont été mis pour une grande partie, presque 85% sur les CP dédoublés, donc on sera en train de perdre partout. Et là on dit attention, ça ne doit pas juste une mesure phare, qui fait très joli, mais là il nous faut des vrais moyens pour aider tous nos élèves. Il faut vraiment que l'on soit formé à ce que les élèves puissent lever les implicites, je le disais tout à l'heure, et il faut qu'on puisse identifier les difficultés scolaires de chaque enfant afin de donner une réponse vraiment adaptée à chacun. La collègue le disait bien, le fait de travailler collectivement nous semble essentiel. Pouvoir échanger sur nos pratiques, pouvoir s'interroger, pouvoir avoir un autre regard sur les élèves est essentiel pour pouvoir les mener à la réussite. Il nous faut aussi, nous pensons, avoir des réseaux d'aide. Les réseaux d'aide, ce sont les personnels, comme les psychologues scolaires, les maîtres qui travaillent à la pédagogie, les maîtres qui travaillent au comportement, qui sont dans nos écoles et qui sont en nombre très insuffisant. Et là, il faut aussi vraiment avoir un coup de collier là-dessus parce que dans certaines écoles, ils sont quasiment inexistants. Et même en REP+, même en éducation prioritaire. Donc là, il faut vraiment aussi que l'on travaille là-dessus. Après, je voulais aussi dire un mot sur la carte de l'éducation prioritaire. Nous avons des écoles qui sont rattachées à l'éducation prioritaire parce qu'elles dépendent d'un collège qui lui-même est rattaché à l'éducation prioritaire. Mais il y a de nombreuses écoles qui ne sont pas rattachées à des collèges d'éducation prioritaire et qui pourtant relèveraient l'éducation prioritaire. Donc il est important que l'on puisse, ce qu'on en appelle ces écoles orphelines, soient reconnues comme des écoles qui pouvant bénéficier des mêmes aides que bénéficient les écoles en éducation prioritaire. Et puis je terminerai en disant que si l'école, elle ne peut pas tout, elle peut beaucoup, il faut lui en donner les moyens, mais ça nécessite en parallèle des politiques sociales, des politiques d'emploi, des politiques d'aide de logement et aussi une réelle politique sur la mixité sociale.